Parlons d'abord du cadre politique. Vous savez que l'Internet, j'allais dire même la révolution numérique, est à l'origine de bouleversements sociaux et sociétaux extrêmement importants dans toutes les communautés du monde. L'on a même parlé de l'émergence de civilisations numériques aujourd'hui, tellement les changements résultant de l'Internet sont fondamentaux, car ce sont des changements qui ont induit de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes dans la manière même de percevoir la propriété des biens informationnels, de ces biens immatériels qui ont provoqué une remise en cause sur le plan juridique du principe de territorialité. Et comme vous le savez, la société de l'information est porteuse de nombreuses promesses, tellement les opportunités qu'elle offre sont énormes, car cette société de l'information permet à des sociétés modernes ou même traditionnelles de faire des bonds gigantesques dans le développement économique et social en termes d'amélioration des conditions de vie des populations et en termes de création de richesses. Et les politiques sont interpellés pour protéger l'ordre public dans la société de l'information et protéger également les consommateurs qui interviennent et interagissent avec les professionnels du commerce. Et les pays du Sud, notamment les pays africains, subissent de plus en plus la fracture numérique qui est un peu le pendant de la révolution numérique et sa manière dont elle est vécue dans les pays développés et dans les pays moins développés. Car comme vous le savez, dans les pays du Nord, le développement technologique est tel que nous rencontrons très souvent des communautés ou des acteurs très connectés, j'allais même dire hyper connectés. Et dans les pays du Sud, nous rencontrons des usagers peu connectés ou hypoconnectés. Et les populations ou les acteurs qui ne sont pas suffisamment connectés subissent comme travers un accès très limité aux technologies, un accès très limité à l'Internet et une très faible participation qui en découle aux services et aux applications Internet. Lorsqu'on n'est pas très connecté, on ne participe pas au commerce électronique de façon convenable, on ne participe pas à la formation, on n'a pas un accès suffisant à la documentation sur l'Internet. Et sur le plan législatif et réglementaire, il peut en résulter plusieurs non-conformités. Car, comme vous le savez, beaucoup de pays africains souffrent du phénomène que l'on peut qualifier de vide législatif en matière d'encadrement des phénomènes juridiques liés à la société de l'information. Vous avez une sorte de paradis juridique et de paradis pénal résultant du fait que ces États n'ont pas réglementé les phénomènes de la société de l'information et n'ont pas suffisamment organisé le commerce électronique. Et cela peut créer des non-conformités sur le plan juridique que le droit se doit d'appréhender. Et comme vous le savez, lorsque le droit ne réglemente pas suffisamment le commerce électronique, il en résulte une insuffisance de l'investissement et de la production, de l'encouragement à l'investissement dans les secteurs technologiques des pays en voie de développement. Et cette réglementation est censée apporter des réponses juridiques aux problèmes juridiques de la société de l'information dans toutes les communautés du monde. Et pour cela, le droit est convoqué dans toutes ses composantes, tant et si bien que la société de l'information soulève des questions qui relèvent du droit public comme des questions qui relèvent du droit privé. Il y a des principes fondamentaux que l'on retrouve dans le droit constitutionnel, il y a des questions liées
à l'e-gouvernement, il y a des questions liées au droit pénal, à la cybercriminalité, mais aussi au contrat. Il y a des questions qui sont liées aux droits de l'homme, comme à la protection de l'environnement, pensez au recyclage des déchets informatiques. C'est vous dire qu'aujourd'hui, toutes les branches du droit, qu'elles soient de droit public ou de droit public, sont interpellées pour prendre en charge les nouveaux phénomènes juridiques de la société de l'information. Mais il ne s'agit pas seulement de règles juridiques de droit public et de droit privé. Le cyberdroit a cette particularité de faire la symbiose entre les règles techniques et les règles sociales. Nous avons besoin de normes techniques comme de normes sociales, et dans les normes techniques aujourd'hui, les normes internationales d'origine privée ont une part extrêmement importante à jouer. Il suffit de se référer à la net étiquette ou aux normes de l'Organisation internationale de la normalisation ISO pour se convaincre aujourd'hui de l'importance des normes techniques qui sont développées par des structures privées pour encadrer les activités dans la société de l'information et standardiser les infrastructures, mais aussi les activités des différents acteurs de la société de l'information. Donc, comme vous le voyez, la réglementation a plusieurs formes. Elle peut prendre une forme juridique classique avec des normes sociales, elle peut prendre une coloration normative avec le recours à des normes privées techniques, mais elle a aussi d'autres déclinaisons. Elle peut prendre la forme de la loi du marché. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, prenons juste l'exemple de la téléphonie aujourd'hui, d'une façon générale, ou prenez l'exemple des investissements en matière de technologie, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de règles qui découlent directement de la loi du marché. C'est comme, par exemple, le développement aujourd'hui des services à valeur ajoutée, qui ne font pas au départ l'objet de réglementation, mais qui font l'objet d'une régulation du marché, mais qui sont après suivis par des réglementations beaucoup plus précises. Vous avez également une autre forme assez moderne et nouvelle de la réglementation qui se traduit par l'architecture de la technologie. Et aujourd'hui, les codes numériques sont présentés comme étant des codes, pour prendre l'expression de Lawrence Lessig, qui nous montre que le code numérique peut être perçu comme un code, tant et si bien que dans ce domaine interagissent, comme vous le voyez, des normes sociales, des normes techniques, mais aussi des normes issues de la logique marchande, la loi du marché. Et pour réglementer le commerce électronique, nous avons un certain nombre de précédents réglementaires. Il suffit de recourir à l'analyse comparative du droit, ou ce que les spécialistes du management appellent aujourd'hui le benchmark, appliqué au droit, aux institutions, pour se rendre compte de la diversité des sources d'inspiration. En effet, il est possible, par exemple, de se référer aux lois types de la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, sur les signatures électroniques et sur le commerce électronique. Ces lois de 2001 et 1996 ont posé un cadre général pour aider les États dans leur processus de législation, de réglementation du commerce électronique. C'est une démarche d'harmonisation qui emprunte à la science du droit les outils et la méthodologie de la démarche de légistique, c'est-à-dire de la création normative, pour aider les législateurs à légiférer dans un domaine complexe. Mais à ces lois modèles, on pourrait ajouter les directives européennes de 1999 et 2000 sur le commerce électronique, qui ont eu un impact extrêmement important dans la réglementation du commerce électronique dans l'espace européen. La plupart des États
ayant transposé cette directive dans les États européens membres. Sur le plan africain, on pourrait signaler l'acte additionnel de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur les transactions électroniques, qui a été adopté en 2011. Et cet acte additionnel réglemente aujourd'hui aussi bien le commerce électronique que l'ensemble des transactions électroniques qui mettent en cause les applications gouvernementales. Donc l'e-gouvernement comme l'e-santé, comme l'e-culture. C'est-à-dire que c'est la conception la plus large du commerce électronique qui a été retenue. Comme vous le voyez, il y a des expériences africaines qui commencent à voir le jour. Et lorsqu'on se promène jusqu'en Afrique centrale, on se rend compte qu'aujourd'hui, que les efforts conjugués de l'organisation, de l'Union internationale des télécommunications, de l'Union africaine, de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ont permis aux communautés économiques régionales de l'Afrique centrale, la CEAC et la CEMAC, de s'engager dans la voie de l'harmonisation de leur cyberlégislation. C'est ainsi qu'aujourd'hui, des lignes directrices et des modèles de loi qui s'inspirent du droit international et du droit comparé et des modèles de loi de la CNUTSI sont proposés aux États membres de la CEAC-CEMAC pour leur permettre d'avoir des législations appropriées. Cela est extrêmement important et mérite d'être encouragé. Mais l'effort d'harmonisation au plan international ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il y a certes des textes de droit positif qui sont appliqués dans certains États. Il y a des modèles de loi qui aident les législateurs qui veulent se doter de réglementation, mais il y a aussi des pratiques, des coutumes émergentes, de bonnes pratiques commerciales qui aujourd'hui inspirent les législateurs. Et ce phénomène est un phénomène plus ou moins traditionnel dans le droit commercial international. Souvenez-vous, on a eu en matière commerciale internationale le développement de ce que l'on appelle communément la lex mercatoria, qui est un ensemble d'usages, de coutumes, de bonnes pratiques qui sont sécrétées par les acteurs du commerce international pour mieux répondre à l'attente légitime des parties. Et aujourd'hui, avec le développement de la société de l'information et du cyberespace, on assiste au développement de ce que l'on appelle aussi la lex informatica ou la lex electronica. Et ce sont de bonnes pratiques aujourd'hui qui se développent aussi bien sur le plan international, au niveau américain, européen, mais aussi au niveau africain. Et le Forum africain sur la cybersécurité a recensé par exemple les bonnes pratiques en matière de cybersécurité qui sont en cours dans l'espace africain. On pourrait ajouter, toujours dans cet exercice de benchmark international, le développement aujourd'hui de traitements non territorial. Et c'est un mouvement qui est connu en droit international. Le droit international classique a vu naître en son sein des ramifications qui emportaient des dérogations au principe de la territorialité. Quand on a eu à faire face à de nouveaux phénomènes, notamment dans le droit de l'espace ou dans le droit de la mer, on a développé des règles spéciales pour déroger au principe de territorialité. Et aujourd'hui, avec le développement du cyberespace, on est en train d'assister au même phénomène en posant des règles bien spéciales. Cela est tout aussi vrai dans le secteur des médias où l'on compte aujourd'hui quelques initiatives intéressantes, notamment au niveau de Singapour et de la Chine, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, comme vous le constatez, la réglementation a des dimensions extrêmement importantes qui obligent le juriste d'aujourd'hui à changer sa manière de voir le droit. On ne peut plus regarder le droit de façon classique. Il faut regarder le droit, mais en pensant à la technologie, en pensant aux lois du marché, en pensant aux infrastructures, en pensant
également benchmark pour profiter des modèles de loi, profiter des législations étrangères et des coutumes émergentes, et pour réglementer les secteurs clés. Parlons par exemple de la réglementation des fournisseurs de services. Pour ce qui est du cas particulier, et nous savons tous la place qu'occupent les fournisseurs de services dans le commerce électronique, parce que le commerce électronique est déjà un service offert. Là, trois grandes questions se posent. C'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on réglemente, quand est-ce qu'on réglemente et comment on réglemente les fournisseurs de services. Aujourd'hui, réglementer les fournisseurs de services, c'est réglementer les services offerts à distance par des moyens électroniques contre rémunération sur demande d'un destinataire. On est au cœur des transactions électroniques, on est au cœur du commerce électronique. Mais c'est une réalité nouvelle, parce qu'on n'était pas habitué à mettre l'accent sur ce trajet. Comme le remarque la doctrine juridique, avant, lorsqu'on voulait réglementer un contrat, on réglementait l'objet et le sujet. On définit le sujet, les parties contractantes, l'objet du contrat, le bien qui est offert ou le service, et le tour était joué. Aujourd'hui, en plus de l'objet et du sujet, on réglemente le trajet. Et c'est le fournisseur des services qui occupe ce trajet. Et ce qui est le plus important à saisir, que le juriste cherche à capter dans cette réglementation, c'est le service qui est offert à distance contre rémunération. Donc l'objet de la réglementation est extrêmement important à cibler. Parce que c'est de la définition de ces contours que l'on saura réellement ce qu'il convient d'organiser. Et en plus de cela, nous avons la question du moment de la réglementation. Qu'est-ce que l'on réglemente? On le sait, ce sont les services de la société de l'information, mais à partir de quand on commence à réglementer? C'est toute la question pour le juriste de la manière de saisir l'immatériel dans le droit. Dès lors que vous avez une plateforme de commerce électronique, de services automatisés, c'est à partir de ce moment-là que l'enjeu de la réglementation se pose. Donc, la plateforme n'est pas regardée comme un objet de façon classique. On le regarde comme le lieu d'interaction entre les fournisseurs de services et les consommateurs, entre les fournisseurs de services et les pouvoirs publics. C'est à partir de ce moment-là qu'on essaie de réglementer les fournisseurs de services. Mais à partir de ce moment-là aussi, il faut faire très attention, car la plateforme n'est pas un lieu d'établissement comme n'importe quel autre lieu matériel. Ce n'est qu'un contenant. Il faudrait donc le saisir comme tel, sans méconnaître la façon dont interagissent les différents acteurs et la façon aussi dont s'enchevêtrent les différentes composantes des infrastructures. Comment on réglemente la fourniture de services? Si on veut savoir comment on réglemente, on peut bien évidemment se référer au texte de l'Organisation mondiale du commerce, notamment sur les accords généraux sur le commerce des services. Mais une fois appliqué au cyberespace, il y a nécessité de tenir compte des contraintes structurelles sans lesquelles l'organisation du cyberespace et du commerce électronique peut pécher d'efficacité. Qu'est-ce à dire? Lorsqu'on réglemente les activités commerciales en ligne, on peut les organiser en posant par exemple des régimes de déclaration. Annoncer qu'on va faire telle ou telle chose pour permettre au pouvoir public de vérifier la conformité de l'offre de services aux exigences de l'ordre public et des bonnes mœurs. On ne peut pas vendre n'importe quoi sur Internet.
On ne peut pas, par exemple, vendre des médicaments sans avoir une autorisation. On ne peut pas vendre des produits pornographiques parce qu'ils sont jugés illicites. Même s'il y a bien évidemment quelques non-conformités qui sont souvent constatées et qui font le nid du développement de ce que l'on appelle communément la cybercriminalité. Et parler de cybercriminalité oblige les pouvoirs publics, en réglementant le commerce électronique, de tenir compte des infractions que l'on peut commettre en faisant une activité commerciale. Et il y a dans la réglementation également un autre aspect fondamental dont il faut tenir compte, c'est la dimension droit de l'homme. Car, comme vous le savez, lorsque nous utilisons une plateforme de commerce électronique, nous nous identifions. Quand on s'identifie, on laisse sur place des données à caractère personnel, c'est-à-dire des données qui sont liées à notre vie privée. Et si on ne pose pas un certain nombre de garde-fous dans le système de traitement des données à caractère personnel, il en résultera une violation des droits de l'homme. Donc, comme vous le constatez, la réglementation du commerce électronique pose des enjeux extrêmement importants aux législateurs de la société de l'information. C'est seulement de cette manière qu'on peut penser le cyberdroit, mais aussi anticiper sa mise en œuvre. Et pour anticiper la mise en œuvre, on pose en amont de la législation la question de l'effectivité des cyberlégislations, la question aussi de leur efficacité. Et là, il est indispensable de rappeler que l'Internet, même s'il est espace immatériel, même si tout se joue dans des réseaux interconnectés, Internet n'en est pas moins un espace de droit. Ce serait extrêmement grave de le considérer comme un espace sans droit, un espace de non-droit dans lequel tout est permis, car tout ce qui se fait dans le cyberespace peut avoir des répercussions dans l'espace. Et les barrières que l'on pose dans l'espace traditionnel peuvent avoir des répercussions très négatives dans le cyberespace. Même si l'on concède que l'efficacité de la réglementation n'est pas absolue, on a besoin d'une présence territoriale lorsqu'on interagit sur Internet. Les sociétés qui font du commerce sur Internet ont besoin d'être localisées dans l'espace, que l'on sache à partir d'où elles offrent leurs services. Et s'il y a des non-conformités, des infractions commises par elles, qu'on puisse les localiser dans l'espace et les poursuivre. De même, la nature des biens que l'on propose. Il y a certes des biens immatériels, mais il y a aussi des biens matériels que l'on vend dans le cyberespace. D'où la nécessité de les localiser de façon physique là où ils sont. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit des mécanismes d'indemnisation lorsqu'on subit certains préjudices dans le cyberespace, que l'on puisse avoir la possibilité de poursuivre l'auteur, le responsable, devant les juridictions. De la même manière que l'on puisse aussi réglementer sur le plan procédural les juridictions compétentes qui appliqueront les lois de leur juridiction nationale. Mais cela n'a pas empêché, dans le cyberespace, que l'on œuvre aujourd'hui, dans le prolongement des bonnes pratiques, à la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits, ce qu'on appelle les marques. Cela est très important. C'est un mouvement d'abord général que l'on constate dans le droit des affaires, mais aussi, et surtout aujourd'hui, dans le droit des affaires électroniques, dans le droit du commerce électronique. Parce que nous cherchons à développer des mécanismes de résolution des différends qui sont censés être plus rapides, peut-être parfois un peu plus coûteuses, mais présentant plus de garanties, car les experts qui sont sollicités sont souvent plus au fait des questions du cyberdroit
que ne le sont les juges traditionnels. Et comme vous le savez, ce mouvement-là de retrait des juridictions dans le traitement du contentieux lié au phénomène du cyberespace ne va pas seulement au profit des modes alternatifs de règlement des différends. Nous avons également constaté dans le cyberespace que beaucoup de litiges sont traités par des organes de contrôle, des autorités de régulation. Il en est ainsi, par exemple, des litiges en matière de télécommunications qui, certes, relèvent du juge administratif ou du juge civil ou pénal, mais il y a un contentieux qui relève également du pouvoir de contrôle et de sanction des agences de régulation des télécommunications ou des postes dans nos pays respectifs. Prenez l'autre exemple, en termes de protection des données à caractère personnel, les litiges ne sont pas seulement traités devant les juridictions nationales, mais aussi peuvent être traités devant les commissions informatiques et libertés, les commissions de protection des droits de l'homme ou même parfois des commissions spécialisées dans la protection des données à caractère personnel. Voyez-vous donc la diversité dans la mise en œuvre du cyberdroit. Et toujours pour parler de ce particularisme de la réglementation, j'aimerais mettre l'accent sur et revenir sur l'effet territorial. Parce que nous avons en matière de cyberdroit, certes le besoin, comme je l'ai évoqué tantôt, de la territorialité, pour les biens comme pour les personnes, pour faire jouer l'effectivité de la réglementation. Donc, on démarre d'un cadre non territorial dématérialisé et pour l'efficacité de la norme, on revient à la territorialité. Mais il arrive également qu'on décide de l'effet extraterritorial dans des situations particulières. Un exemple tiré du droit de la concurrence. Les acteurs étrangers qui ne sont pas a priori régis par le droit de la concurrence d'une zone donnée, d'une communauté, sont pourtant obligés de se mettre en conformité s'ils veulent continuer à agir sur le territoire de l'État considéré. Car on est dans un domaine immatériel, on est dans le cadre du cyberespace, on peut partir de la législation de son pays concernant la réglementation de la concurrence, supposons du Burundi ou du Ghana ou du Sénégal, mais sans oublier que cette réglementation de la concurrence peut avoir des conséquences sur le comportement d'acteurs qui ne sont pas de la zone, qui sont donc hors zone, mais dont les agissements peuvent affecter l'intérieur de la zone. À partir de ce moment-là, on va considérer que le droit de la concurrence, par exemple, de l'Union européenne, peut affecter le comportement d'acteurs non européens dont les agissements peuvent avoir des répercussions sur le fonctionnement du marché européen. Si je prends l'Afrique, l'exemple par exemple de l'Afrique de l'Ouest, le droit de la concurrence de l'UEMOA couvre certes les États membres de l'UEMOA, mais un acteur non membre de l'espace UEMOA peut agir depuis la Chine, le Japon ou l'Indonésie et avoir des répercussions sur le cyberespace ouest-africain. On a eu aussi, de façon similaire, des cas comme dans l'affaire Yahoo, où des effets collatéraux ont été notés et qui mettent en cause la question de l'extraterritorialité. Parce que là, des acteurs étrangers ont été concernés par l'application de la loi française sur le territoire français, alors qu'a priori, ils étaient considérés comme étant à l'extérieur de cette loi, du champ d'application de cette loi. Cela s'explique par des considérations liées à l'ordre public.
si l'on admet que le principe du commerce, de la liberté du commerce est admis, qu'on peut vendre sur un site commercial tout ce que l'on veut dans le respect de l'ordre public. L'ordre public est apprécié par référence à un état donné. Et en l'occurrence, ce qui s'était passé, c'est que dans le site de vente aux enchères de Yahoo, on avait des objets comportant des souvenirs nazis qui heurtaient l'ordre public français, mais qui n'étaient pas considérés comme attentatoires aux activités commerciales licites, aussi bien aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Et pourtant, le juge français a considéré que Yahoo France n'avait pas le droit de susciter la vente aux enchères d'objets comportant des souvenirs nazis. Et c'est ainsi qu'en 2000, le tribunal avait ordonné la mise en place de toutes les mesures qui étaient nécessaires pour empêcher l'utilisation et restreindre la possibilité d'accès à ce site marchand. Et donc, comme vous le voyez, il y a là une législation nationale territoriale qui finit par avoir un effet extraterritorial, parce qu'on est dans le cyberespace, on peut invoquer l'ordre public et assujettir des acteurs non nationaux à une réglementation nationale. Quand on raisonne cyberdroit, aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de poser la problématique de l'harmonisation. On ne peut pas, pour parler simple, faire cavalier seul. Croire qu'on peut avoir une réglementation efficace en ne réglementant que les activités dans son propre pays ou dans sa seule zone. Le cyberespace met en cause les intérêts du commerce international et en tant que tel oblige les États à s'engager dans une démarche d'harmonisation pour que l'on se retrouve, tout en tenant compte bien évidemment des spécificités des uns et des autres, mais qu'on se trouve en présence de législations harmonisées qui soient d'accord sur les principes essentiels en matière d'organisation des services de commerce électronique, en matière de protection des intérêts des consommateurs, des intérêts des cybercitoyens, des intérêts en termes aussi de protection de la propriété intellectuelle. Car c'est avec l'harmonisation qu'on parvient à susciter le développement de règles juridiques nationales ou régionales intégrées à l'ordre international. Et c'est avec l'harmonisation que l'on parvient à éliminer ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui les paradis numériques. Nous connaissons déjà en droit les paradis fiscaux, qui sont des territoires offshore dans lesquels on peut se réfugier, transférer ses ressources pour payer moins d'impôts ou ne pas payer d'impôts du tout. Nous connaissons également les paradis pénaux dans lesquels il y a un vide législatif en matière de lutte contre la délinquance d'affaires ou la délinquance financière. Et là, on peut venir en silence, s'y installer, violer la réglementation internationale et échapper à des poursuites pénales. Aujourd'hui aussi, avec le cyberespace, nous avons des États qui ne réglementent pas suffisamment ou efficacement les activités du cyberespace, que ce soit commercial ou de gouvernance, et du coup, on se retrouve avec des opérateurs qui peuvent violer en toute impunité les législations ou les principes des autres États qui ont eu à légiférer pour le cyberespace. Et ces paradis numériques ne sont pas acceptables dans la société de l'information. Nous avons également, dans la démarche d'harmonisation, des efforts très louables d'organisations internationales qui posent des principes ou des lois modèles, des lois types, pour aider les États à harmoniser
leur législation de façon rapide et efficace. Nous sommes dans un domaine où le développement technologique est très rapide et souvent la réglementation ne suit pas. Il s'ajoute à cela, au niveau de l'harmonisation, la nécessité de tenir compte des influences culturelles. Car, comme nous le savons, l'Internet et la société de l'information se caractérisent par la compression du temps et la suppression des frontières. Tout se passe sur la toile et en temps réel. Nous avons dans le monde des sociétés conservatrices, d'autres plus ouvertes. Et le flux d'informations que l'on peut recevoir dans une société fermée, d'une société ouverte, peut être à l'origine de dysfonctionnements ou de perturbations. Il en est ainsi, par exemple, des formes de piraterie, de la pédophilie, de la pédopornographie, par exemple sur Internet, qui peuvent être à l'origine de perturbations dans des sociétés. Et donc, l'ensemble de ces éléments doivent être pris en compte lorsqu'on veut développer le cyberdroit. Voyez-vous, en évoquant toutes ces dimensions législatives et réglementaires, nous avons cherché à nous appesantir sur ce qui est le plus commun en matière de promotion du cyberdroit. Mais on n'aura pas fini correctement si on ne met pas l'accent sur la technologie aujourd'hui en tant que source de régulation. Oui, la technologie est une source de régulation. Et on l'avait évoqué tantôt. Mais là, je voudrais mettre l'accent sur l'architecture de l'Internet, qui appelle la définition de standards techniques, qui appelle, du fait de la possibilité d'aménagement liée à la flexibilité de l'Internet et des réseaux, qui appelle une harmonisation par l'adoption de normes techniques, comme les normes ISO ou les normes de l'Internet Engineering Task Force. Et ce sont des éléments d'architecture qui aujourd'hui relèvent également du cyberdroit. Vous avez un autre élément d'impact de la technologie, à savoir la question du contrôle des accès et des flux d'informations. Cela renvoie notamment à tout ce qui est technique de filtrage et de cryptage, que l'on ne peut pas développer sans normes techniques, sans démarche d'harmonisation. Et donc, comme vous le voyez, c'est la technologie qui est à la base de la régulation, qui est à la base de l'harmonisation et qui va affecter les lois et les règlements. Même chose en matière de contrôle d'accès pour tout ce qui est segmentation du marché. Il y a de nouveaux métiers qui émergent, de nouveaux créneaux qu'on ne connaissait pas, et chaque segment de marché est aujourd'hui sous-tendu par une technologie quelconque ou un développement technologique réel ou prévu. Et l'un dans l'autre, la technologie revient au galop pour être à la base comme facteur principal de régulation. Mais la technologie aussi intervient en matière de protection des droits de l'homme dans le cyberespace. Comme vous le savez, la technologie peut être utilisée comme un outil de régulation, comme une réponse aux problèmes de non-conformité en matière de protection de la vie privée. S'il y a violation des droits de l'homme, s'il y a atteinte à la vie privée, notamment avec la manipulation ou le traitement non conforme des données à caractère personnel, nous avons certes des réponses légales et réglementaires en termes de droit d'accès, de droit de rectification, en termes de sanctions, de peines d'emprisonnement ou d'amende à infliger à l'auteur de l'infraction, mais nous pouvons recourir à la technologie pour neutraliser et maîtriser les questions d'atteinte à la vie privée. Notamment, ça pose la question des cookies. Aujourd'hui, on peut utiliser les cookies pour faciliter l'utilisation de logiciels, l'utilisation de machines, mais en même temps,
on peut les utiliser pour traquer les différents agissements et retenir les traces des usagers de l'Internet. Donc la technologie intervient comme un facteur de régulation. Mais à côté de cette régulation par la technologie, à côté de la régulation par le droit, il y a aussi l'autorégulation. Certains ont même parlé d'une tendance aujourd'hui moderne à la privatisation du droit. Et comme je l'ai rappelé tantôt sur d'autres sujets, le mouvement qui affecte le cyberdroit est un mouvement qui est déjà connu dans le droit des affaires et donc qui emprunte une coloration plus spécifique, un couloir plus spécifique lorsqu'il est question de transactions commerciales électroniques. Cette privatisation du droit se manifeste par le développement de la normalisation privée. Nous avons plusieurs normes d'origine privée, de normes techniques, qui viennent d'associations, qui viennent de structures privées, mais qui ont autant de force, sinon plus de force, que les normes sociales. Et aujourd'hui se développent, comme on le constate sur la toile, les codes de conduite, les chartes d'utilisateurs, les chartes éthiques ou déontologiques. On voit également se développer la labellisation, on a évoqué la net étiquette, et même la résolution des litiges en ligne. Tout pour vous dire que, en matière d'autorégulation, les acteurs n'attendent pas tout de l'État. Ils font interagir toutes sortes de réponses. Les réponses technologiques ont leur efficacité, les réponses juridiques, mais les réponses aussi des usagers, qu'ils soient prestataires de services, consommateurs ou simples citoyens sur la toile. Et c'est dans le cadre de cette autorégulation que l'on retrouve des mécanismes de contrôle, de surveillance qui sont développés par les prestataires, mais aussi par certains organismes qui pensent qu'il est plus efficace de régler un problème en interne que d'avoir à recourir à un juge étatique. S'il est vrai que l'autorégulation a ses avantages, il n'en demeure pas moins aussi qu'elle a des limites parce qu'elle ne peut pas tout régler. Mais dans le cyberespace, on ne cherche pas à tout régler par une seule composante. On a besoin d'un peu de tout pour faire un monde et les acteurs du cyberespace l'ont très bien compris. Ils combinent l'ensemble des réponses techniques et juridiques, mais aussi les réponses sociétales de l'autorégulation pour favoriser la co-régulation. Donc il y a une régulation par les pouvoirs publics, par des autorités administratives indépendantes, par des technologues, par des prestataires, et le tout donne la co-régulation. Et j'en arrive au terme de ce module premier qui est consacré donc à la réglementation du commerce électronique pour vous annoncer les autres modules qui vont retenir notre attention.